Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je vais vous parler du trio Paul Ancar, Georges Houston et Henri Béart. Le rôle de pionnier que Paul Ancar a joué dans l'art nouveau bruxellois est bien connu. Dans la monographie Paul Ancar, naissance de l'art nouveau, François Loyer nous présente son œuvre impressionnante. Le lien entre Ancar et son maître, architecte Béart, y est déjà développé. Le fait que le jeune Ancar était un collaborateur de l'ornemaniste Georges Houston a également été mis en évidence dans cette monographie. Alors, est-ce que je vais vous raconter quelque chose de nouveau aujourd'hui? Mes recherches sur l'œuvre du sculpteur ornemaniste français Georges Houston nous ont rapprochés un peu plus de la période précédant à l'Art Nouveau. Le lien entre Ancar, Houston et Béart, merci, nous ramène à l'une des idées centrales de l'Art Nouveau, la synergie entre l'art et l'architecture. Dans cette conférence, je souhaite également faire un point. Trop souvent, l'Art Nouveau est présenté comme quelque chose qui est tout à fait innovant. La première innovation en architecture et tout ce qui le précède, le style néo et l'éclectisme, sont considérés comme pastiches. Je soutiens que les pionniers de l'Art Nouveau sont plus redevables à leurs prédécesseurs et maîtres qu'ils ne le veulent bien l'admettre. Il s'agit surtout de ne pas se laisser distraire par la forme. Bien que je suis un fan enthousiaste de l'Art Nouveau, j'aime voir ce mouvement dans la bonne perspective. Oui, je place un point d'interrogation sur la photo de Houston parce que je ne suis pas certain que c'est lui. Il me manque jusqu'à présent une photo de ce monsieur. Mais donc, c'est un détail d'un chantier du palais de justice et donc probable. Donc, je suis forcée dans l'hypothèse, mais c'est peut-être Georges Houston. Si nous examinons de plus près le trio Ancar, Houston et Béart, la chronologie est très importante. En 1862, Georges Houston, né à Paris, s'installe à Bruxelles à la demande de Béart, qui construit alors l'un de ses plus grands bâtiments prestigieux à Bruxelles, c'est l'hôtel du gouverneur de la Banque nationale. Ce n'était pas la première fois que Houston se trouvait sur le sol bruxellois. 2 ans auparavant, en 1859, il travaille à l'achèvement de la colonne du Congrès. Comme vous le savez tous, Poulart en est l'architecte. L'entrepreneur Mello est responsable des ornements et fait appel à des artistes français pour que le monument soit achevé peu avant l'inauguration. D'ailleurs, la présence d'artistes français sur ce site éminemment national soulève de fortes critiques. Un jeune Paul Ancar débarque à Bruxelles en 1873. À cette époque, l'atelier de l'ornemaniste français bat son plein et travaille sur de nombreux chantiers en même temps. Depuis 10 ans qu'il était à Bruxelles, Houston avait gravi les échelons pour devenir le plus grand atelier d'ornement de la capitale. Dans la chronique des travaux publics, l'atelier a même été placé au niveau européen. La présence de modèles en plâtre grandeur d'exécution pour le palais de justice a fait impression sur l'auteur de cet article. Ancar est issu d'une famille de tailleurs de pierre. Son père possède une carrière à Frameries et fournit des pierres aux chantiers bruxellois. Paul Ancar a suivi les traces de ses ancêtres et doit se familiariser avec la taille et l'épanelage de la pierre. L'atelier de Houston est sans doute le meilleur endroit pour apprendre le métier. Le grand studio de la rue de la Source, après la rue Vette, que vous voyez ici sur le dessin, à Saint-Gilles est bien équipé. Il reste à savoir combien d'artisans y sont employés. Pour l'inauguration de la fontaine en Spach, 57 collaborateurs d'Houston sont invités. L'expérience qu'acquiert Ancar chez l'ornemaniste doit être mise en perspective. L'atelier Houston est une entreprise dont le chiffre d'affaires atteint plusieurs millions de francs.
Les nombreux chantiers concomitants de la période où Ankar y est employé, c'est-à-dire entre 1873 et 79 environ, font supposer le déploiement d'une vaste équipe d'ouvriers et d'artisans d'art. Ankar prend connaissance avec le travail des architectes les plus renommés de l'époque, et vous voyez ici quelques chantiers qui sont en cours ou qui ont été préparés à l'époque où Ankar était un collaborateur de l'atelier de Hoedstond. Donc là, Jean Lay, Kleusenaar, De Keyser et tant d'autres encore, de Kurt, etc. S'agissant des tâches exactes d'Ankar au sein de l'entreprise, on ne sait rien avec certitude. Monte-t-il sur les échafaudages pour tailler in situ les ornements en pierre? Est-il plutôt impliqué dans la création des modèles en plâtre? Ou travaille-t-il comme staffeur dans les intérieurs? Le jeune Paul Ankar se fait-il déjà remarquer par son talent de dessinateur? Il est vrai que la réalisation des dessins est une partie essentielle du travail de l'ornemaniste. Donc vous voyez ici des dessins qui sortent du fonds Hoedstond, le chantier de la Banque nationale à Anvers, ou également qui a été construit à l'époque où Ankar était dans l'atelier Hoedstond. Au cabinet des estampes, Bibliothèque royale, une collection d'environ 1700 dessins provenant de l'entreprise Hoedstond sont conservés. Tous les motifs imaginables ont été préservés, cartouches, plafonds, mobilier, etc. Dans un rare document écrit de 1888, on voit que 16 dessins ont été réalisés pour une seule chambre. Ça nous donne une idée de l'ampleur de ce genre de travail. La collaboration entre Hoedstond et l'architecte Beyaert à cette époque était exclusive. Les contacts entre l'ornemaniste et l'architecte intenses. On peut s'imaginer que Beyaert s'est rendu très souvent dans l'atelier Hoedstond ou sur les chantiers. Ankar avait un talent particulier du dessin et ce don ne peut pas avoir échappé à l'attention de l'architecte Beyaert. Le départ de Ankar pour l'atelier Beyaert est un passage de la sculpture ornementale à l'architecture, tout comme c'est un passage de l'exécution à la conception. On ne sait pas dans quelle mesure, devenu stagiaire chez Beyaert, il restera actif dans l'entreprise d'Hoedstond. Quoi qu'il en soit, la collaboration étroite entre les deux ateliers permet à Ankar de ne pas perdre le contact avec son ancien maître. Ankar débute le 23 juin 1879. Il est l'un des 141 collaborateurs stagiaires que Beyaert a employés entre 1951 et 1894. Ankar y reste jusqu'en décembre 1892, donc juste avant de se fixer à son propre compte. Et donc plus de 13 ans qui en font le deuxième plus long service de l'entreprise. Malheureusement, nous n'avons pas de photos de l'atelier de Beyaert, mais j'aime le comparer à l'agence de Charles Garnier, responsable de la construction de l'Opéra de Paris. Ankar y fait la connaissance d'autres stagiaires et collaborateurs comme Joseph Caluwaers, Victor Thalemans, Henri van Massenhove et Jacques van Mansveld. Victor Horta y fait également un stage de courte durée de mars à juin 1889, alors qu'Ankar y tient déjà un rôle du premier plan. Donc là, c'est une liste de tous les employés qui ont travaillé dans le bureau de Beyaert. Beyaert est très exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs. Dans son agence, on vise la perfection, de la conception à l'exécution. Il gère ses projets d'une main de fer, mais il s'est apparemment donné aux jeunes collaborateurs, comme Ankar, suffisamment de latitude pour développer leur propre talent. Paul Ankar va pouvoir donner libre cours à son goût pour le dessin, de ferronnerie et de menuiserie, des aspects qui plus tard, durant sa carrière indépendante, constitueront sa marque de fabrique et dans lesquels il exprime pleinement l'art nouveau. Si nous regardons de plus près certains des projets Beyaert auxquels Ankar a participé,
nous pouvons clairement voir le niveau de finition visé, la façon dont chaque détail a été dessiné. Donc ici, Hôtel Kegelian à Namur. Et là, un autre dossier, c'est le château à Bespelar. Dans les dessins, nous pensons pouvoir reconnaître la main de Anker. Les dessins qui ont été conservés du château de Bespelar se trouvent dans les archives de Béart de la Banque nationale et dans les archives de Anker qui se trouvent ici au Musée d'art et d'histoire. Donc on voit que les papiers, les dessins des deux collections sont dans les deux fonds. Dans l'atelier de Béart, Anker s'impose comme le spécialiste de la ferronnerie. Il donne libre cours à son talent dans les nombreuses commandes et dans la rénovation du Parlement après l'incendie de 1883. Bien que Béart poursuive dans cette rénovation la ligne du classicisme de l'architecture du Palais de la Nation, un bâtiment qui datait du XVIIIe siècle, il investait également dans la fonctionnalité du bâtiment et c'est là qu'un langage de forme contemporain apparaît. L'escalier menant à la tribune est peut-être un peu caché, mais les rampes contiennent toute la créativité qui caractérise le travail de Anker dans l'atelier de Béart. On voit ici clairement comment les conceptions de Anker pour sa propre maison, et celle-ci date de 10 ans plus tard, donc là il y a des dessins qui datent des années 80, ici un dessin pour la maison d'Anker, s'inscrivent dans cette optique. Dans le bureau de Béart, toute la place est accordée à la technicité de l'architecture. Les nouvelles techniques de construction, de ventilation et de chauffage font l'objet d'une attention particulière et sont élaborées avec soin et créativité. Pour Anker, il s'agit d'une expérience d'apprentissage très importante qu'il poursuivra plus tard dans sa propre carrière. Donc là aussi, des dessins qui se trouvent dans le fond Anker, mais qui concernent des bâtiments qui ont été rénovés, construits par Béart. Nous voyons ici un dessin qu'on peut définir comme ankeresque, indéniable, pour une clôture telle que conservée dans les fonds archives de Hoedstond, avec l'inscription Villa Madame Scholl. La même clôture a été présentée par Anker à l'exposition universelle d'Anvers en 1895. Elle a été publiée dans le livre de M. Loyer. Et cela renforce le soupçon que Anker également a travaillé avec Hoedstond par la suite. J'ajouterai que c'est l'un des rares dessins avec des caractéristiques Art Nouveau dans le fond Hoedstond. Anker dirige ses premiers chantiers indépendants comme l'aurait fait l'agence de Béart. Pour l'hôtel Zegerstreniar, on voit qu'il est encore à la recherche d'un propre langage. Les dessins préparatoires nous montrent que son apprentissage d'ornemaniste reste présent. Le sculpteur Félix Kosemans a travaillé pour Hoedstond jusqu'à ce qu'il se mette à son propre compte en 1891. Anker et Kosemans se sont rencontrés à l'atelier de Hoedstond et leurs carrières sont en quelque sorte parallèles. Kosemans avait du reste été reconnu par Béart comme le meilleur élève de Hoedstond. C'est ce qu'écrit Béart dans une lettre de 1891, alors que la sculpture ornementale pour le ministère des Chemins de Fer est mise en soumission. Béart est de plus en plus critiqué pour avoir travaillé à plusieurs reprises avec l'ornemaniste français Hoedstond. Béart succombe à cette pression et cède pour attribuer la commission à Kosemans. Le ministère des Chemins de Fer à Bruxelles fut d'ailleurs le dernier grand chantier de Béart qui mourut en 1894. Lorsqu'en 1893, Anker travaille à son propre compte et que son ami le sculpteur Kosemans envisage de construire son propre atelier à Saint-Gilles, confier les plans à Anker est une évidence. La construction par Anker de l'atelier du sculpteur en 1896 scelle leur amitié. La façade du studio Kosemans est également l'une des plus modernes que Anker ait jamais conçues, à tel point que le permis de construire accordé par la municipalité
a soulevé des inquiétudes quant aux grandes sections nues de la façade. Cela a incité l'inspecteur Houssot à écrire « Je suppose qu'il ornera plus ou moins ces panneaux des motifs quelconques, puisque c'est un artiste. » Ancar, quant à lui, conçoit les consoles en bois de la corniche. Hélas, je ne peux vous montrer une photo de la façade originale. Elle a été défigurée depuis les années 50. Ancar poursuiva sur cette voie dans les ornements en pierre couronnant le mur de clôture de l'atelier de Chamberlain, où la collaboration avec Koseman se concrétise dans le travail de la pierre tout à fait remarquable. Le langage formel stylisé de ces pierres de couronnement est très éloigné du style d'ornement que Ancar a appris à concevoir chez Hoogstond. Ici, on voit clairement à quel point Ancar s'écarte des exemples de ses maîtres. Vous connaissez tous ce fameux mur de l'atelier de Chamberlain qui, hélas, a été détruit en 1988. Je viens à ma conclusion. Les quelques années que Ancar a passées dans l'atelier de Hoogstond l'ont confronté à la pratique professionnelle et à grande échelle de la construction, à l'alphabet très diversifié des styles, aux architectes les plus éminents de son temps. C'est par l'intermédiaire de Hoogstond qu'Ancar s'est retrouvé à Bayard. Comme Bayard a maintenu une coopération exclusive avec Hoogstond, Ancar a continué à entretenir des contacts avec son premier professeur. Ancar a repris la méthode de conception de Bayard, le contrôle de l'architecture sur la totalité d'une commande et la finition jusqu'au dernier détail. Dans la carrière indépendante d'Ancar, ses contacts se sont poursuivis et il a continué à travailler avec d'anciens employés de Hoogstond qui ont également fait partie de son cercle d'amis. Dans la maison qu'Ancar s'est construite en 1993, il a démontré toutes ses compétences. Les leçons de ses professeurs Hoogstond et Bayard sont encore tangibles. Ancar utilise une multitude de matériaux dont il joue avec les couleurs et les textures. Cette maison peut être considérée comme un manifeste dans lequel l'architecture et l'art se retrouvent en symbiose. Alors j'ai encore une petite épilogue pour vous. Certains d'entre vous connaissent mon affinité avec le patrimoine funéraire, donc je ne souhaite donc pas vous cacher ma plus récente découverte. À ma grande frustration, j'avais cherché en vain la tombe de Hoogstond. J'avais supposé que l'homme qui avait marqué Bruxelles de son empreinte pendant un demi-siècle était enterré dans notre capitale. Je ne retrouvais pas la tombe, mais heureusement, en mars de cette année, grâce à M. Nissen qui est ici présent, j'ai enfin dû admirer sa tombe au Père-Lachaise à Paris. Le Parisien a donc choisi d'avoir sa dernière demeure dans sa ville natale. Je vous montre également les tombes des deux autres protagonistes de mon histoire. La tombe de Ancar vous décevra probablement, mais celle de Bayard est en tout point remarquable. Conçue par lui-même en 1877, il est un exemple de modernisme avant la lettre. Je vous remercie pour votre attention.